Bienvenue dans le débat. C'est un séisme politique en France. Marine Le Pen entravée par la justice dans sa course à la présidentielle de 2027. Marine Le Pen condamnée à une peine de 5 ans d'inéligibilité immédiate, 4 ans de prison dont 2 fermes, aménagées sous bracelet électronique dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Rassemblement national. Marine Le Pen fait appel. Les réactions se sont multipliées à l'international avec le Kremlin qui dénonce le non-respect des règles démocratiques en France, ou encore Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui réagit sur X. « Je suis Marine », dit-il. Et Elon Musk qui dénonce un abus du système judiciaire. En France, Jordan Bardella affirme sur X que c'est la démocratie française qui est exécutée. Le chef de file des députés Les Républicains, Laurent Wauquiez, qui regrette quant à lui une décision très lourde et exceptionnelle, dit-il. La gauche prend acte. Le PS appelle à respecter l'indépendance de la justice. Le RN est en réunion de crise en ce moment même. Marine Le Pen va s'exprimer au journal de 20h sur TF1 ce soir. Alors on va bien sûr revenir sur cette décision de justice et ses conséquences politiques. Quelle sera sa riposte, la riposte de Marine Le Pen? Quelle stratégie pour le RN? Quel impact sur la scène politique? Quel impact sur la présidentielle de 2027? On va en parler avec mes invités. Roselyne Febvre est à mes côtés ce soir. Bonsoir Roselyne. Bonsoir Stéphanie. Chef du service politique de France 24. Avec nous Sylvain Bourmont également. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste directeur du journal AOC et producteur de l'émission La Suite dans les idées. C'est sur France Culture. Également professeur associé à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Bienvenue. En face de vous, nous avons Virginie Leguet ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste politique et on attend Noël Lenoir qui est juriste également membre honoraire du Conseil constitutionnel qui a un tout petit peu de retard. Avant de démarrer cette discussion, je vous propose d'ailleurs un retour en images avec Alice Broga. Visage fermé, Marine Le Pen quitte subitement le tribunal sans dire un mot et sans attendre le prononcé de sa peine. À l'intérieur de la salle d'audience, la lecture du jugement se poursuit. La chef de file de l'extrême droite française est condamnée à une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution immédiate. Elle écope aussi d'une peine de 4 ans de prison, dont 2 fermes aménagées sous bracelet et 200 000 € d'amende. Le tribunal a pris en considération, outre le risque de récidive, le trouble majeur à l'ordre public. En l'espèce, le fait que soit candidate à l'élection présidentielle une personne déjà condamnée en première instance. Quelques minutes plus tôt, Marine Le Pen a été reconnue coupable de détournement de fonds publics, tout comme 8 autres eurodéputés du Front National, devenus Rassemblement National. 12 assistants parlementaires sont eux jugés coupables de recel. Tous étaient poursuivis pour leur implication dans un vaste système de détournement d'argent public au Parlement européen entre 2004 et 2016. Des enveloppes destinées à embaucher des assistants parlementaires auraient en réalité été utilisées pour financer les activités politiques du Front National. Le tribunal a estimé le préjudice à 4,1 millions d'euros pour le Parlement européen et a détaillé un système de contrats fictifs au sein du parti. Il a été établi que toutes ces personnes travaillaient en réalité pour le parti, que leurs députés ne leur avaient confié aucune tâche, qu'ils passaient d'un député à l'autre. Poursuivi en tant que personne morale, le parti Rassemblement National est condamné à 2 millions d'euros d'amende. Les autres élus poursuivis sont eux aussi condamnés à des peines d'inéligibilité, des peines qui étaient attendues car elles sont obligatoires dans les cas de détournement de fonds publics. Marine Le Pen écope d'une peine avec exécution immédiate, une sanction justifiée pour l'avocat du Parlement européen. J'ai la conviction que le tribunal a véritablement tenu compte de cette situation, de cette posture en tous les cas de déni, en disant puisque vous êtes dans le déni le plus total, eh bien moi j'estime, tribunal judiciaire de Paris, qu'il y a un risque de récidive et donc j'applique l'exécution provisoire sur la peine complémentaire d'inéligibilité. Marine Le Pen va faire appel selon son avocat. Sa peine d'inéligibilité, applicable immédiatement, pourrait l'empêcher de se présenter à la prochaine course à l'Élysée en raison d'un calendrier judiciaire encore incertain. Direction le QG du RN dans le 16e arrondissement à Paris. On retrouve Sylvain Rousseau, notre envoyé spécial. Sylvain, où en est la réunion? C'est bientôt terminé, j'imagine. Alors écoutez, c'est très compliqué de vous dire exactement où en est la réunion, puisqu'aucune information ne filtre de l'intérieur du quartier général. La réunion a commencé avant même en fait que Marine Le Pen ne connaisse la durée de son inéligibilité. Je vous disais il y a 1 heure que les choses semblaient s'accélérer, puisque la voiture de Marine Le Pen avait été avancée. Eh bien je vais vous redire exactement la même chose 1 heure plus tard. Ce qui est sûr, c'est qu'à 20h, elle est attendue dans les locaux de TF1 pour intervenir dans le journal télévisé. Elle va donc forcément
forcément quitter les lieux dans l'heure qui vient, mais pour l'instant, aucune nouvelle, aucune information ne nous parvient de cette réunion de crise. On saura, une fois que Marine Le Pen aura pris la parole, ce qui a été abordé. On connaît déjà la suite du volet judiciaire, puisqu'elle a annoncé son intention de faire appel. Peut-être également va-t-elle saisir le Conseil constitutionnel, mais ce qui est surtout là maintenant débattu, c'est l'enjeu, la suite politique, notamment l'aspect politique de ce volet. Comment Marine Le Pen va-t-elle pouvoir continuer à exister sur la scène politique? Alors il lui reste bien sûr son mandat de députée. Va-t-elle déplacer son combat maintenant dans l'hémicycle? Ce qui est sûr, c'est que le Rassemblement national a également perdu finalement l'un de ses leviers, l'un de ses moyens de pression, puisque voter aujourd'hui une dissolution de l'Assemblée nationale, en tout cas tout faire pour obtenir cette dissolution, ce serait se tirer une balle dans le pied, puisque Marine Le Pen ne serait pas éligible, même si pour l'instant elle conserve son mandat de députée, puisqu'elle avait été élue avant cette sanction. On en saura sans doute beaucoup plus d'ici un petit peu moins d'une heure lorsque Marine Le Pen prendra la parole. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, au siège du Rassemblement national, personne ne s'exprimera avant elle. Merci Sylvain Rousseau, donc devant le siège du Rassemblement national, et Marine Le Pen qui prendra la parole à 20h à TF1, donc sur le JT de TF1. Roselyne Febvre, un mot tout de même. Ce qu'on peut dire, c'est que quoi qu'il arrive, même si elle fait appel, et a priori elle fait appel, son avenir politique est compromis. En tout cas, sa course pour l'Élysée en 2027, a priori, est entravée. Oui, au jour d'aujourd'hui, elle est éliminée, c'est clair. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'elle fait appel? La réponse est oui. Est-ce que les juges, les autres juges de l'appel vont déjuger le premier jugement? Ça me paraît peu probable. Marine Le Pen avait toujours dit que la justice était laxiste, qu'elle n'était pas assez sévère. Aujourd'hui, elle en a l'illustration personnelle. Donc c'est un coup dur, effectivement, pour elle, pour son parti. Maintenant, elle ne s'y attendait pas du tout, apparemment. C'est vrai qu'on ne s'y attendait pas. En tout cas, sur l'inéligibilité, oui, on pouvait s'y attendre, mais c'est cette fameuse exécution provisoire qui fait mal, parce que c'est une application donc immédiate. La question aujourd'hui, c'est que comment va se défendre Marine Le Pen sur le plan judiciaire? Donc ça, c'est avec son avocat. Va-t-elle saisir le Conseil constitutionnel? Et est-ce que, dans le fond, ce qui va jouer pour elle maintenant, c'est la bataille politique, et en quelque sorte, elle va commencer une sorte de campagne. Jordan Bardella a parlé, lui, de mobilisation populaire et pacifique. Est-ce qu'on en est à ce que ça peut ressembler à ce qu'avaient fait les partisans de Trump en allant au Capitole? Évidemment, on ne va pas aller jusque-là, mais en tout cas, ça ressemble à... ça ferait partie de cette stratégie de riposte. D'opinion, d'en appeler à l'opinion. On va y revenir, Virginie Leguet. D'abord, revenir tout de même sur de quoi elle est déclarée coupable, d'être quand même au centre d'un système de détournement organisé et centralisé de cet argent versé par l'Union européenne au profit de son parti. Et ça a duré 12 ans tout de même. Il s'agit d'un véritable système qui la concerne, elle et 24 autres membres du Rassemblement national. Un système qui s'est étendu de 2004 à 2016 sur 3 mandatures, et un système extrêmement bien organisé. Et pendant le procès qui a été très accablant pour elle et pour tous ceux qui étaient mis en cause, on a vu qu'ils avaient des pièces, des mails, des documents, même des tableaux qui indiquaient à quel député devait être attribué tel assistant parlementaire qui pouvaient être tout sauf des assistants parlementaires. Je rappelle que la secrétaire de Marine Le Pen a été payée par le Parlement européen, que le chauffeur de Marine Le Pen a été payé par le Parlement européen au nom de l'idée qu'il se faisait qu'on pouvait tout simplement récupérer cette enveloppe et la donner à des gens qui ne travaillaient qu'à Paris, que pour Paris. Moi, ce qui m'étonne de cette journée, c'est pas tant cette sanction qui est extrêmement sévère, qui est extrêmement brutale et à laquelle visiblement Marine Le Pen ne s'attendait pas, que la lourdeur des faits. C'est ça qui est important, c'est ça qui mérite d'être souligné, et c'est ça qui fait que une femme politique, fût-elle aussi présidentielle que Marine Le Pen, elle s'est déjà présentée 3 fois, elle aurait voulu se présenter une 4e fois, et condamnée comme elle est condamnée. Et je rappelle aussi que les juges, ils jugent avec des textes qui sont en leur possession et des textes que les députés ont votés. La loi Sympa 2 qui prévoit l'inéligibilité, elle a été votée par les députés, et Marine Le Pen n'a cessé pendant toutes les années où elle était dans l'opposition de dire « Ah là là, tout le monde pique dans la caisse, sauf le Rassemblement national ». Le Rassemblement national, qui hier s'appelait Front National, aujourd'hui, il est pris dans les phares de la voiture. Il est absolument sidéré parce que visiblement, elle n'avait pas compris ça. Mais ceux qui ont suivi le procès ou ceux qui ont entendu les réquisitions du procès pouvaient s'attendre
s'attendent quand même à non seulement une peine, mais à une inéligibilité. Sylvain Bourbon, c'est vrai qu'elle ne s'y attendait pas, Marine Le Pen, et puis elle ne s'attendait pas à ce qu'on appelle justement cette exécution provisoire, c'est-à-dire que cette peine d'inéligibilité, elle s'applique immédiatement, et même si elle fait appel, le temps que l'appel passe, il y en a pour au moins pour 1 an et demi, ça veut dire que de toute façon, elle est totalement entravée dans la course à l'Élysée. C'est plutôt ça, sa surprise ? Oui, mais... Est-ce que ça a été justifié par le juge en parlant de risque de récidive ? J'ai été très sensible à l'argument de l'avocat du Parlement européen. Je vous interromps parce qu'on voit les images en direct là, de Marine Le Pen donc, qui quitte son QG dans le 16e arrondissement de Paris et qui va donc maintenant probablement terminer, finaliser son interview qu'elle va donner à TF1 dans une quarantaine de minutes. Allez-y. Non, je disais que l'avocat du Parlement européen a raison de pointer au fond que ce qui a justifié pour les juges le fait de demander à ce que cette inéligibilité soit exécutée immédiatement et ne soit pas suspensive, c'est précisément le déni dans lequel était Marine Le Pen. On a eu de cesse d'entendre ce matin pendant l'audience qu'elle remuait la tête d'un signe de non face à tout la liste des problèmes, des culpabilités diverses et variées relevées par le juge. Donc elle a fait celle qui ne voulait pas entendre, qui ne voulait pas comprendre qu'ils avaient triché avec les règles du jeu. Et donc à partir de ce moment-là, on comprend que les magistrats se disent, et leur rôle étant de préserver l'ordre public, qu'elles risquent de continuer, de recommencer. Et donc, on ne peut pas prendre la responsabilité que quelqu'un, de nouveau, se présente à des élections pour se comporter de cette manière-là. Donc, au fond, c'est sa défense qui a affaibli sa position, en fait. Peut-être que si elle avait utilisé une autre stratégie de défense, si elle ne s'était pas enferrée dans cette stratégie de défense, de ce point de vue-là, l'exécution, je ne dis pas que ça aurait changé le fond de la décision, parce que les faits sont accablants, en fait. Et il y a une ironie, effectivement, de l'histoire. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut noter aujourd'hui. Il y a une ironie de l'histoire, parce que ça fait maintenant 30 ans qu'on entend le Front National, puis le Rassemblement National expliquer que tous les responsables politiques de ce pays sont pourris, sauf eux. Tête haute, main propre. En fait, on s'aperçoit que... Alors, eux, dans un paysage où les réquisitions contre Nicolas Sarkozy ne sont pas anciennes, le fait pour François Fillon d'abandonner la campagne n'est pas ancienne, la première affaire Bayrou pour laquelle il est encore en appel, il faut le préciser, il y a une enquête en cours également sur le financement européen de la France insoumise. Enfin, on est quand même dans un paysage où les règles du jeu ne semblent pas toujours bien respectées par tout le monde, y compris, et peut-être au premier chef, par le Rassemblement national. Et ce qui est étonnant, je voudrais juste citer une petite phrase. En 2013, elle est sur le plateau de Guillaume Durand, et elle dit « Quand allons-nous mettre l'inéligibilité à vie pour ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat ?» C'est 2013. 2013. On peut retrouver des choses plus anciennes encore au début des années 2000. Face à Jean-François Copé, on dit on ne vole pas l'argent des Français. Voilà, il y a une vidéo de l'INA qui circule en ce moment qui est édifiante de ce point de vue. Et là, on parle de 12 ans de détournement de fonds publics. En tout cas, c'est ça la et puis pas la même somme que le MoDem, parce qu'on parlait tout à l'heure du MoDem, c'était 300 000 euros, je crois. Hein, et là, on en est quand même à 4 millions d'euros. Donc, c'est pas une petite somme. Et surtout, elle est accusée, enfin, on lui reproche d'avoir été la clé de voûte de ce système, alors que François Bayrou, lui, n'avait pas été au centre de ce système. Les réactions se sont multipliées, réactions politiques en France. D'abord, Jordan Bardella qui affirme sur X que c'est la démocratie française qui est exécutée. Je cite Jordan Bardella, vous voyez sa réaction sur X. Le chef de file des députés Les Républicains, Laurent Wauquiez, lui, il regrette, je cite, une décision très lourde et exceptionnelle. Ça, c'est Laurent Wauquiez qui réagit. François-Xavier Bellamy, qui n'est pas d'extrême droite, lui, réagit sur X. Un jour très sombre pour la politique française. L'institution fait peser le soupçon de l'arbitraire. Virginie Leguet, là, on est vraiment dans une accusation d'un gouvernement des juges, d'une justice arbitraire. C'est le risque aussi, finalement, ou pas, d'une telle décision. Mais c'est grave. Le droit, c'est la règle du jeu. Le droit, c'est rugueux. Le droit évolue. Le droit se durcit. Mais le droit, c'est ce qui fonde notre démocratie. Le respect du droit, de la règle de droit, c'est fondamental. Donc, entendre tous ces responsables politiques dire qu'on est dans une république des juges, que le droit ne serait pas respecté parce que ça serait Marine Le Pen, mais
je trouve que là, on va vers une déviance du débat qui est terrible. C'est fondamental. La loi est dure, mais c'est la loi. Et c'est la loi, elle est la même pour tous. Que ce soit Marine Le Pen ou M. Tartampion ou Mme Dugenoux, c'est la même pour tous. Simplement, simplement Marine Le Pen, visiblement, ne le comprend pas et ne veut pas le comprendre. Mais elle n'est pas la seule, parce que lorsqu'on parle de François-Xavier Bellamy, c'est pas tout à fait Marine Le Pen. Alors, je rajouterai une toute petite phrase. Tous ces gens-là, ils s'adressent aussi à l'électorat de Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'ils se disent, nous, on pourra peut-être en récupérer une petite partie, on est à droite. Si Marine Le Pen est éliminée du jeu, il faut quand même pas qu'on soit trop sévère, parce que ces électeurs-là qui sont aujourd'hui scandalisés, il faut qu'ils puissent voter pour d'autres s'il y a d'autres alternatives. Donc c'est un calcul politique, vous dites. Peut-être. Ce que je trouve très choquant, c'est la manière qu'ont des responsables politiques, à droite parmi les Républicains, mais aussi Jean-Luc Mélenchon à la France Insoumise, par exemple, d'organiser une sorte de match entre la souveraineté populaire d'un côté et l'état de droit de l'autre. C'est ça, ils mettent deux légitimités, ils les opposent en fait. Mais enfin, c'est ne rien comprendre à ce qu'est la séparation des pouvoirs, qui est un principe fondamental sur lequel repose notre République, mais de façon plus générale, les régimes démocratiques. En fait, la souveraineté populaire, il y a un temps durant lequel elle s'exprime. L'état de droit, il garantit le cadre dans lequel cette souveraineté populaire peut s'exprimer. Ce ne sont pas des choses qu'on peut mettre sur une balance et peser l'un et l'autre et les mettre face à face. C'est totalement irresponsable de faire ça, parce que si on continue sur cette voie, la souveraineté populaire ne pourra plus s'exprimer avant fort peu de temps. C'est la voie que sont peut-être en train de prendre les États-Unis d'Amérique en ce moment. C'est très préoccupant, ce discours qui affaiblit l'état de droit, parce qu'en plus, il est tenu, comme on vient de le voir, dans différents lieux du paysage politique. Ça, je trouve ça particulièrement Avant de revenir sur les États-Unis, et Roselyne, justement, François-Xavier Bellamy, en fait, il y a toute une droite, justement, qui n'est pas d'extrême droite, qui prend la défense, finalement, de Marine Le Pen, qui parle de ce gouvernement des juges, qui parle de démocratie menacée. Oui, parce que la classe politique dans son entièreté n'est pas à l'aise avec le sujet, parce que voilà, avant ça se faisait, on piquait dans la caisse, et comme Virginie le disait, ça passait, et maintenant ça passe plus, parce qu'effectivement le droit évolue, qu'il y a eu cette loi Sapin en 2016 qui fixe les choses. Voilà, vous piquez dans la caisse et vous êtes inéligible. Donc la loi, c'est la loi est dure, mais c'est la loi. Mais moi, ce qui me frappe surtout, c'est l'axe des extrêmes droites. Quand on voit comment il s'appelle, Orban, quand on voit Elon Musk, et quand je lis les réactions de Laurent Wauquiez qui dit, mais qu'est-ce qu'il dit Laurent Wauquiez? Il dit, ce n'est pas sain que la justice décide de l'inéligibilité. Marine Le Pen doit être combattue dans les urnes. Mais alors ça veut dire quoi? Qu'il fallait prendre exemple sur Donald Trump, qui a été élu alors qu'il est multi-condamné? C'est ça l'exemple? En fait, ce qu'il dit, c'est que comme Marine Le Pen était bien placée dans ses sondages pour la présidentielle 2027, on parle de 34-37% selon un sondage IFOP pour le JDD d'hier. Du coup, il fallait en tenir compte. C'est ce qu'ils disent, Virginie Leguet, quand ils la défendent. Il faut tenir compte du fait qu'elle était bien placée et que donc il y a un électorat. Je trouve que ces réactions qui visent à semer la confusion dans l'esprit des gens, elles sont complètement hors sujet. Le juge juge en droit, l'électeur, il va voter quand il va voter. Et ces deux choses-là ne doivent pas ni s'annihiler, ni s'effacer, ni se superposer. L'électeur n'a pas droit sur un candidat tout d'un coup de dire « Ah non, on ne va pas le condamner parce que je veux voter pour lui ». C'est pas comme ça que ça se passe. Et dire ça comme l'ensemble ou une grande partie de la classe politique le fait, me paraît effectivement extrêmement dangereux et délétère. Mais si on pousse cette logique jusqu'à bout, on va supprimer la justice. Il n'y a plus besoin de justice à ce moment-là. Il y aura des responsables politiques qui seront souverains parce qu'ils auront été élus par le peuple et ils auront le droit de décider du sort de n'importe qui. Enfin, je veux dire, j'appelle pas ça une démocratie. Une démocratie ne peut... C'est une démocratie illibérale. Mais cette démocratie, la démocratie ne peut s'appuyer que sur un état de droit. Sans état de droit, il n'y a pas de démocratie. Donc, en l'occurrence, les attaques dont fait l'objet l'état de droit aujourd'hui et qu'on entend, encore une fois, ce n'est pas que les Républicains. J'ai entendu des choses du côté de la France Insoumise qui sont Alors, Jean-Luc Mélenchon, lui, ajoute « La décision de destituer un élu devrait revenir au peuple ». Voilà ce qu'il dit, Jean-Luc Mélenchon. Et c'est à cela que servirait le référendum révocatoire de la 6e République. C'est ça ce qu'il dit, Jean-Luc Mélenchon, Roselyne. Donc c'est le référendum révocatoire. Oui, ça, l'appel au peuple, c'est une grande antienne du... Mais il mélange deux choses. Il mélange la question de la légitimité politique avec la question de la responsabilité juridique. Ce sont deux choses totalement différentes. Et c'est sur cette séparation, précisément, qu'est fondée la République.
La démocratie libérale, en tout Le cas. cœur de la démocratie, c'est de respecter les règles du jeu et l'arbitre et les règles du jeu. Et là, cette classe politique s'abuse à ne respecter ni l'un ni l'autre pour ses intérêts propres. Et là, on voit qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour que chacun se rende bien compte que ça ne peut plus durer comme ça. On va écouter Marine Tondelier, qui est l'une des premières d'ailleurs à gauche à avoir réagi. Quand on donne des leçons d'exemplarité à tout le monde, on doit commencer par se l'appliquer à soi-même. C'est ça qui garantit à la fin l'intégrité, le fonctionnement normal des pouvoirs publics, qui est garanti par l'article 5 de la Constitution. Donc c'est normal qu'une aspirante à la présidence de la République respecte ces principes d'intégrité élémentaires. Elle ne les a pas respectés. Et le meilleur moyen, quand on ne veut pas être condamné, c'est pas de demander des totems d'immunité pour soi-même, c'est de respecter la loi, de ne pas commettre de crimes, de ne pas commettre de délits. Elle est condamnée aujourd'hui et donc elle doit payer sa peine, comme tous les Français. Sylvain Bourbon, ça le mérite d'être clair. Oui, là, la position de Marine Tondelier est logique, simplement. Oui. Elle n'attendait pas, elle ne prête pas aux juges plus de pouvoir qu'ils n'en ont, simplement dire le droit. Mais quand François Bayrou dit qu'il est troublé par ce jugement, il était... là aussi, on retrouve cet embarras. Pourquoi François Bayrou est troublé? Parce que, je vous le rappelle, il est dans une situation d'appel. Pour le coup, il a été relaxé en première instance pour une affaire un peu différente, mais à certains égards comparable. De moins grande ampleur financière. Le détournement est moins important. Et quel est son rôle? Bon, tout ça, on verra ce que l'appel donnera, mais on comprend. Au fond, il y a une forme d'honnêteté de sa part quand il dit qu'il est troublé. Je veux bien croire qu'il soit troublé, parce que s'il se projette dans l'appel, il va y avoir une forme d'incertitude pour lui. On ne sait pas comment se terminera ce nouveau jugement dans l'affaire de François Bayrou. En fait. Oui, mais c'est le Premier ministre, Roselyne Febvre. Donc le Premier ministre qui dit qu'il est troublé mais il aurait peut-être mieux fait de ne pas le dire, mais on comprend qu'il le soit. Oui, alors François Bayrou, il a toujours la langue qui va plus vite. Il la met rarement dans sa poche, mais de toute façon, il l'avait déjà dit. Mais moi je continue à dire que la classe politique est vraiment très mal à l'aise avec tout ce qui est financement. Le financement des partis, bien évidemment, a été régulé, mais on voit bien qu'il ne s'en sortent pas. Il a été régulé. Marine Le Pen, on s'en souvient, avait été obligée d'aller voir des banques russes pour avoir des prêts. Donc il y a aussi une complexité en France d'avoir de l'argent, parce que je crois que pour une campagne électorale, il faut pas dépasser, on ne peut pas dépasser 700 000 euros, je crois, non, 75 000 euros, je ne sais plus. Fort heureusement, on n'est pas aux États-Unis voilà. où bien sûr, là, c'est très cependant, limité en France. C'est pas une raison. Voilà, son père disait on a les mains propres et la tête haute. Aujourd'hui, Marine Le Pen n'a plus les mains propres. On va écouter le porte-parole du Kremlin qui, en fait, avait réagi aussi juste après Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui a réagi sur X en disant « Je suis Marine ». Bien, le porte-parole du Kremlin a aussi réagi. Nous ne souhaitons pas interférer dans les affaires intérieures de la France. Nous ne l'avons jamais fait. Il s'agit de ces affaires intérieures. Mais d'une manière générale, nos observations sur les capitales européennes montrent qu'elles n'hésitent pas à outrepasser les limites de la démocratie dans le processus politique. Voilà, attaque à la démocratie. C'est ce que dit donc Peskov. Oui. C'est le discours de la Russie sur ce qui se passe en France. Un exemple de démocratie, la Russie. Oui. En matière de démocratie, on ne va peut-être pas citer la Russie. Donc déjà, je trouve que la défense de Marine Le Pen, faite par des pays comme la Hongrie ou par l'administration Trump ou par la Russie, c'est un cadeau mal emballé, j'ai envie de dire. Ça en dit long, oui. Oui, ça en dit long. Et je ne suis pas sûre que ça l'aide beaucoup. Alors, la question de maintenant, moi je pense que la question qui va se poser, c'est comment Marine Le Pen va jouer l'opinion et jouer le martyr. Est-ce que, une espèce de mobilisation populaire, comme le dit Jordan Bardella, est-ce que ça peut marcher? Est-ce que ça peut la victimiser pour que Bardella peut-être se renforce et peut-être soit en position à un moment à la fois de travailler, parce qu'il a 2 ans pour travailler. N'oublions pas qu'en 2015, je ne suis pas sûre qu'Emmanuel Macron était prêt. En 2017, il l'était. Est-ce que Bardella va être un peu poussé par ses électeurs et par Marine Le Pen, et vont-ils faire une sorte de ticket un peu à la Medvedev, Poutine, c'est-à-dire toi président, moi première ministre? Pourquoi pas, tout peut arriver. C'est possible. Virginie Leguet, quelle sera leur stratégie, effectivement? Jordan Bardella, c'est vrai qu'il est 29 ans. Est-ce qu'il a les épaules pour être le candidat du RN à la prochaine élection présidentielle?
Jordan Bardella, c'est un jeune homme talentueux et très sûr de lui, mais on a vu lors des récentes campagnes, et là je parle de la campagne des européennes ou même de la campagne des législatives après la dissolution, qu'il était très fragile sur de nombreux dossiers, très incertain sur des sujets un peu techniques. Je ne vois pas très bien en quoi il aurait les épaules d'être un candidat à la présidentielle, mais à la limite, on peut penser que les électeurs voudront quelqu'un de remplacement. Si Marine Le Pen est empêchée, si elle ne peut vraiment pas se présenter en 2027, si l'appel qu'elle va essayer d'obtenir avant 2027 intervient trop tard, et si l'appel confirme la décision en première instance, il faudra bien trouver un candidat de substitution. Et à part Jordan Bardella... Aujourd'hui, c'est Jordan Bardella. Mais c'est un jeune homme, et un jeune homme qui n'a pas beaucoup d'expérience politique. Mais je terminerai en disant que François Fillon, souvenez-vous, qui alors avait beaucoup plus d'expérience, mais qui a eu une campagne présidentielle extrêmement mouvementée du fait de l'emploi fictif de son épouse Pénélope Fillon, a quand même réussi 20%, à avoir un score de près de 20% à cette élection, alors que tout semblait... mais les électeurs sont fidèles dans ces cas-là. Donc peut-être que Jordan Bardella peut espérer avoir une base qui lui reste acquise. Mais, pardon, et je fais une dernière remarque, après je me tairai. Ça lui permettra peut-être d'avoir un score au premier tour, mais pour gagner au second tour, là, il en faut énormément des voix. Et il faut des voix qui soient bien au-delà du socle dur. Et ces voix-là, elles seront peut-être un peu découragées quand elles verront j'allais dire, la fragilité morale du Front National. Il y en a que ça va rebuter. C'est ça la difficulté. Oui, et puis je crois qu'il faut un peu... Tout le monde pensait que ça serait Marine Le Pen, a priori, oui, mais qui serait la candidate du RN. Pour essayer d'anticiper ce qui peut se passer à l'extrême droite, il faut dézoomer un peu, parce que pour l'instant, on a beaucoup parlé de Marine Le Pen. En fait, ce sont 24 autres personnes qui ont été condamnées, plus le parti lui-même qui a été condamné à verser 2 millions d'euros, dont un ferme. Donc en fait... On a là une organisation politique qui se trouve profondément ébranlée par cette décision de justice. Évidemment, il y a la question du remplacement du candidat ou de la candidate à l'élection présidentielle, mais ce n'est pas la seule question. Et je pense c'est une organisation politique comme toutes les autres. Elle est traversée de conflits, de clivages, de tiraillements. Il va y avoir des luttes pour l'héritage. Donc bien malin aujourd'hui, celui qui peut dire ce qui va sortir d'une telle situation. Ce qui semble évident, c'est que s'il y a une forme de galvanisation de gens qui vont être très énervés par cette décision, il y a aussi une fragilisation de l'organisation elle-même qui est la conséquence directe de ces condamnations. Donc attendons un peu pour voir comment ça se décante. Galvanisation, je crois qu'il ne faut pas ne regarder qu'à l'aune de Marine Le Pen ce qui s'est passé aujourd'hui, en fait. En tout cas, c'est un séisme. Oui. À la fois politique globale d'ailleurs, parce qu'on va parler des opposants, ils doivent aussi peut-être réajuster leur stratégie si Marine Le Pen justement ne se présente pas. Ça a un impact aussi sur l'opposition. Alors je pense par exemple, un Bruno Retailleau ne doit pas être mécontent de la nouvelle. Parce que évidemment le rêve de la droite aujourd'hui, c'est d'aller piquer l'électorat de Marine Le Pen. Et ils avaient un peu de mal. Vous pensez que Jordan Bardella serait une proie plus facile, entre guillemets, vous pensez ? Parce que, je pense que Marine Le Pen, a mis du temps quand même à sa troisième candidature à l'élection présidentielle. Donc on peut dire qu'elle est un peu rodée. Et Jordan Bardella, lui, pour l'instant, on l'a vu effectivement dans la campagne des européennes où il y avait des candidats un peu très moyens et plutôt très louches, dont certains posaient justement avec des casquettes nazies. Donc c'est pas très au point tout ça. Donc il va avoir du travail. Et puis je vois pas d'autres pour l'instant, à part des porte-paroles. Pas d'autres candidats. On voit sur tous les plateaux de télévision. Marine Le Pen, c'est quand même une figure charismatique. Mais c'est aussi le nom des Le Pen qui est évacué aujourd'hui. Donc on est aussi dans des lendemains vraiment différents, parce que le nom de Le Pen n'est plus en haut de l'affiche. Il reste Marion Maréchal Le Pen, on ne sait jamais. Mais elle ne porte plus le nom de Le Pen. Elle s'appelle Marion Maréchal. Et puis d'abord, elle est chez Zemmour. Oui, Zemmour qui a réagi aussi en parlant aussi de déni de démocratie. Noël Lenoir nous a rejoint. Vous êtes très en retard, madame. Merci beaucoup d'être là tout de même. Vous êtes membre honoraire du Conseil constitutionnel. Je sais que ce n'est pas du tout votre faute, mais du coup, il est 19h40. On a beaucoup avancé dans ce débat. Vous êtes une ancienne ministre des Affaires européennes. C'était sous
Jacques Chirac, si je ne dis pas de bêtises, le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin. Et vous êtes aussi la première femme à avoir été nommée au Conseil constitutionnel. Alors on en était vraiment à la riposte du Rassemblement national et de Marine Le Pen, qu'on a bien montré sur ce plateau à quel point elle est entravée dans sa course à l'Élysée et à quel point d'ailleurs elle ne s'y attendait pas. Votre réaction, Noël Lemoine? Alors moi non plus, je ne m'y attendais pas. Non. Parce que est intervenue sans doute beaucoup trop tard la décision du Conseil constitutionnel du 28 mars qui, faute d'appliquer aux parlementaires européens qu'était Marine Le Pen et aux élus locaux, puisque c'était le sujet qui était à traiter par le Conseil constitutionnel, la jurisprudence suivant laquelle il ne peut pas y avoir d'exécution provisoire de l'inéligibilité pour les parlementaires français, sénateurs et députés. Ça, c'est jugé et rejugé par le Conseil constitutionnel. Donc, Marine Le Pen, députée, n'aura pas à démissionner, même si elle est mandat. illégitime. Oui, voilà. Bien sûr. En revanche, il y a une dissolution de l'Assemblée nationale. Là, elle ne pourra plus se représenter. Voilà. Donc, en fait, c'est quand même une garantie pour M. Bayrou. Non, je dis ça. Elle ne provoquera pas de dissolution. Oui, voilà. Il n'y a pas de dissolution. Mais le Conseil constitutionnel a beaucoup tardé à juger que, certes, l'exécution provisoire de l'inéligibilité restait possible pour les élus locaux et les parlementaires européens, qu'était Mme Le Pen quand les faits reprochés ont été commis, mais que c'était encadré par une attention particulière que devait porter le juge au principe de proportionnalité par rapport au principe de la liberté de l'électeur. Et c'était une perche qui était tendue au tribunal. Il n'a pas pris cette perche, manifestement. Il n'a pas prise. Le tribunal, puisqu'il parle de risque de récidive, c'est l'argument juridique qui a été utilisé. Rue Montpensier, il ne s'attendait pas peut-être, enfin je m'avance peut-être, mais le Conseil constitutionnel. Je crois que les constitutionnalistes ne s'attendaient pas à cette Ils sont aussi surpris que Marine Le Pen. Oui. Bien. Donc, la riposte de Marine Le Pen, justement, votre réaction là-dessus, il va falloir mettre en place toute une stratégie politique. Vous êtes la politique de ce plateau. Alors, l'histoire n'est peut-être pas complètement terminée. Déjà, elle est députée. Ensuite, il y aura des élections présidentielles. Des choses peuvent se passer. C'est-à-dire soit la Cour d'appel statue très vite, et à ce moment-là, on peut s'interroger sur le maintien de l'exécution provisoire. La Cour d'appel va être autrement composée que le tribunal correctionnel. Oui, mais est-ce que ces juges-là peuvent être déjugés par... Ah ben, ça s'appelle l'appel. Oui, mais ça sera dans longtemps. Je me souviens, puisque ça me concernait un peu, j'étais au Conseil constitutionnel, que Roland Dumas avait été très sévèrement condamné dans l'affaire Elf, et il a été blanchi totalement en appel. Donc oui, ça peut arriver, mais ça sera dans longtemps. C'est dans 3 ans, en 2027, c'est-à-dire qu'elle peut demander un audiencement rapide. Ah oui, ça peut être rapide, vraiment? Elle peut le demander, c'est pas sûr qu'elle l'obtienne. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour qu'elle revienne dans le jeu, déjà, elle l'est encore, puisqu'elle est députée. Pour qu'elle revienne dans le jeu, il y a cette solution de l'appel et qui tienne compte quand même du contexte politique. Le juge n'est pas non plus un être abstrait. Il sait bien qu'il y a un enjeu politique. Et d'ailleurs, moi, ce qui me choque... Donc, il y a un recours judiciaire, c'est ça que vous êtes en train d'expliquer ce soir. Elle a fait appel. Elle a fait appel, mais ce recours judiciaire pourrait tout de même la remettre dans la course à l'Élysée. Si la Cour d'appel a une appréciation différente, et à mon avis plus juste, fondée sur le considérant du Conseil constitutionnel qui limite la possibilité de l'exécution provisoire, et si cette Cour d'appel considère qu'il est valable d'accélérer la procédure, à ce moment-là, dans les deux cas, accélération de la procédure, il n'y a plus d'exécution provisoire, elle peut se prononcer. Ça, c'est une solution. Mais juste, si je peux me permettre de poser une question, j'aimerais comprendre, Madame Lenoir, ce qui vous froisse en vérité dans cette histoire. Est-ce que c'est l'exécution provisoire, c'est-à-dire cette application immédiate? Est-ce que c'est ça qui vous froisse dans cette histoire? Oui, parce que je considère que ça ne respecte pas la réserve, on appelle ça une réserve d'interprétation. C'est-à-dire le Conseil constitutionnel peut introduire dans le dispositif de sa décision... la loi, c'était la loi électorale, est convenable. On peut prononcer exécution provisoire de l'inéligibilité qui s'applique immédiatement. Mais on ne le fait que dans les conditions que je détermine et qui s'imposent au juge. Et là, à mon avis, le juge n'a pas respecté, puisqu'il ressort du jugement qu'on a dit c'est pas parce que c'est quelqu'un de très puissant, c'est un politique, qu'il faut absolument renoncer à cette
inéligibilité immédiate, donc pour les présidentielles. Mais en fait, si, parce que la liberté de l'électeur est d'autant plus importante qu'il s'agit de 40% de la population. Oui, mais au fond, l'argument avancé par le juge et par l'avocat du Parlement européen est qu'il y avait un véritable risque de récidive, puisque Marine Le Pen était dans le déni, qu'elle niait ne pas respecter les règles du jeu. Je vous remercie de cette question. C'est ce qu'il dit. Je trouve incroyable. Il y a un principe qui d'ailleurs a été validé à de nombreuses reprises par toutes les juridictions, qui est dans le code pénal, qui est la non-incrimination. Vous avez le droit de plaider ce que vous voulez. Vous n'êtes pas sanctionné. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le droit au silence, comme aux États-Unis. Vous avez des articles dans toutes les revues juridiques sur le droit au silence. Il y a un droit fondamental, c'est de ne pas s'auto-incriminer. Donc moi, je plaide ce que je veux. Mais le juge peut, en fonction de ce plaidoyer, de cette défense, le juge peut du coup en tirer des conclusions quant à ses décisions. Non, mais le juge décide ce qu'il veut, et les citoyens, contrairement à ce que disent certains, dont le président Hollande, décident de penser ce qu'ils veulent. Moi, je considère que la motivation n'est pas fondée en droit. Car personne ne songe que Mme Le Pen, qui n'est plus parlementaire européen, va monter un système pour rémunérer ses collaborateurs de parti sur les fonds destinés à ses collaborateurs parlementaires. Le juge, ce ne serait peut-être pas le même système, mais ça pourrait être un autre système. C'est le fait de ne pas respecter les règles du jeu du financement public. Mais l'exécution provisoire, c'est différent. Nous sommes dans une démocratie libérale. Vous savez ce que c'est que la présomption d'innocence ? La présomption d'innocence, c'est tant que la condamnation n'est pas définitive, on est innocent. Et c'est tellement vrai que bien souvent, les cours d'appel diminuent sensiblement la peine. Même M. Fillon, dont on a accusé pour les mêmes raisons de l'emploi fictif, on considère maintenant, les juges considèrent maintenant que dans le fond... Vous savez comme moi qu'il y a beaucoup de gens qui sont en prison alors même qu'il n'y a pas de jugement définitif, que l'habeas corpus n'est pas appliqué strictement dans la situation française. Très bonne question. Alors, j'aimerais bien que vous me laissiez finir mes phrases, parce que c'est plus facile. Allez-y. Quand on est au Conseil constitutionnel, on échange, parfois les échanges sont vifs, mais en général, on ne coupe pas les phrases. Donc, je passe sur ce que je disais, parce que je ne me souviens plus de ce que je disais, mais puisque vous me parlez du mandat de dépôt à l'audience, le mandat de dépôt à l'audience, c'est-à-dire, vous êtes condamné à de la prison, vous faites appel, mais le juge considère que vous êtes un danger public, ou que vous êtes un chauffard, vous avez tué des enfants qui attendaient l'autobus, et que l'opinion publique, si vous sortez libre, va être choquée. Et donc, soit pour des raisons d'ordre public, soit parce que vous êtes dangereux et qu'on ne veut pas que vous récidiviez, on décerne un mandat de dépôt immédiat, on vous met en prison immédiatement, exécution provisoire de la peine de prison, nonobstant appel. Ça n'a rien à voir avec Mme Le Pen, rien. Oui. Ça n'a rien à voir. Sur les conséquences politiques, puisqu'il nous reste à peu près 5 minutes d'émission, Noëlle Lenoir, je ferai un tour de table. Vous avez parlé donc de la question judiciaire. Sur la question politique, vous êtes surprise, vous l'avez dit, en tant qu'à la fois constitutionnaliste et en même temps femme politique. Comment l'opposition prend-elle ce qui s'est passé aujourd'hui auprès de Marine Le Pen? Est-ce que on a senti, c'est ce qu'on disait sur ce plateau, que les politiques sont globalement embarrassés par cette décision? Oui. Comment doivent-ils se préparer? On parlait de la stratégie donc du RN, mais également la stratégie de l'opposition. Alors, d'abord, je voudrais dire que les politiques sont responsables. Ils votent n'importe quoi, et après, ça se retourne contre eux. Et là, les juges... Ils l'ont voté d'ailleurs largement, cette loi. Je trouve qu'ils appliquent, en l'espèce, de manière erronée et mal motivée, cette loi, mais quand même, cette loi, l'inéligibilité automatique, ça n'a pas de sens. La loi, elle doit être individualisée. C'était après l'affaire Cahuzac. Marine Le Pen voudrait qu'elle soit à vie, cette inéligibilité, par exemple. Moi, je ne parle pas de politique, je ne parle pas de Marine Le Pen, de ce qu'elle a pu dire à un moment et qu'elle ne dit plus maintenant. Les politiques, ils disent des choses à un moment. Elle a été votée très largement, cette loi. Quasiment à l'unanimité. Quasiment à l'unanimité, cette loi avait été votée. En 2016. C'était effectivement le post-affaire sous le coup de l'affaire Cahuzac, et aussi parce que la France était mal placée dans les agences de notation genre Transparency International. Donc on voulait... Maintenant, on s'aperçoit que c'est idiot. Vous avez par exemple M. Falco, maire de Toulon. Oui. Alors, il a mangé gratuitement à la cantine pendant 3 ans. Il n'était plus conseiller départemental. Il est inéligible et destitué de tous ses mandats. Le problème, c'est que vous avez des politiques professionnelles, et on en a besoin, parce que les politiques inexpérimentées, c'est pas bien. On a besoin de politiques professionnelles, et après, quand ils sont déchus de leur mandat, ils n'ont rien. Ce ne sont pas des anges, ce ne sont pas des hommes parfaits, mais moi, je crois qu'il y a un grand principe, c'est que la peine, elle doit être en fonction de la réalité de ce qu'on a commis. Ici, c'est pas bien
Mais dans toutes les télés où je vais, il y a des intermittents du spectacle qui vous servent de café. Là aussi, c'est un détournement qui pourrait relever du droit pénal. Mais pardon de vous poser Moi, je considère que dès lors qu'il n'y a pas enrichissement personnel, il n'y a pas enrichissement. Alors là, je suis très surprise par votre argumentation. Pardonnez-moi, je l'entends bien, je l'écoute avec beaucoup d'attention, mais vous avez l'air de un peu passer comme ça facilement je termine sur les 4,1 millions d'euros de détournement de fonds publics. On ne parle pas d'enrichissement personnel, c'est pas la question, on parle de détournement de fonds publics, comme si c'était une petite chose. Est-ce que ce n'est pas extrêmement choquant? Pardonnez-moi, c'est une question toute simple. Je vous renvoie aux intermittents du spectacle. Mais non, mais ça n'a pas de commune mesure, madame. Mais madame, ça n'a pas de commune mesure. Mais non, pas du tout. Je trouve ça condamnable. Je trouve que c'est pas bien. Enfin, vous vous rendez compte dans quel pays on vit? Les réquisitions qui concernent un ancien président de la République ont été rendues la semaine dernière. On verra ce que sera le jugement. Monsieur Fillon, qui, pendant la campagne présidentielle, doit arrêter parce qu'on révèle là aussi des modes de financement. Il n'a pas arrêté sa campagne. Non, mais il perd cette élection du fait des révélations qui concernent le mode de financement et de détournement, là aussi, d'argent public. Au fond, on est dans un pays quand même qui n'est pas particulièrement reluisant en matière de respect du règle du jeu politique. Pour vous, c'est une menace de la démocratie et non pas un renforcement de la démocratie. Je trouve que c'est une décision qui n'est pas proportionnée par rapport à la situation actuelle et surtout par rapport aux considérants du Conseil constitutionnel. Alors, c'est vrai que la réaction de M. Mélenchon est intéressante. Parce qu'il lui-même a un procès en cours. Lui, il va être logé à la même enseigne, ça c'est clair. Donc, il n'est pas content. Lui dit que c'est le peuple qui devrait destituer. Je vous rappelle qu'on avait fait le coup à Chirac aussi, sur les emplois fictifs à la mairie de Paris. Oui. Non, mais le problème dans cette histoire... On essayait de destituer Chirac pour les emplois fictifs à la mairie de Paris. Oui, mais donc, je veux dire, il y a bien un moment donné... On essayait juste de faire respecter les règles du jeu, c'est tout. Attendez, la justice, c'est la justice. Il y a des jugements qui sont acceptables, il y a des jugements qui sont moins acceptables, il y a des jugements qui sont confirmés en appel, il y a des jugements qui sont infirmés en appel. Je trouve ça incroyable de devoir défendre l'état de droit face à quelqu'un qui a été membre du Conseil constitutionnel. L'état de droit est vraiment menacé dans notre pays, comme il l'est aux États-Unis, comme il l'est dans de nombreuses démocraties aujourd'hui. Et je suis un peu ébahi, je dois dire. C'est quoi l'état de droit? Le respect des règles du droit, tout simplement. C'est un des fondements de la démocratie de respecter les règles du jeu. Pourquoi le Conseil constitutionnel a indiqué qu'il fallait respecter strictement un principe de proportionnalité compte tenu de l'atteinte portée à la liberté de l'électeur? C'était une perche qui était tendue. Le magistrat estime sa décision proportionnée, je pense. Non, mais écoutez, bien sûr. Moi, j'arrête de parler parce que je ne peux pas finir mes phrases. Mais si vous terminez vos phrases. C'est un débat, allez-y. Mais vous dites que vous respectez les libertés, mais vous ne respectez pas la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Si, tout à fait, on la respecte, Noël Lenoir. Je ne viens pas dans une télé où je ne peux pas... On respecte tout à fait ce que vous dites. C'est juste qu'on vous pose des questions parce qu'on a envie de savoir votre positionnement. Mais moi, j'ai une question. Est-ce qu'il fallait prendre exemple sur Donald Trump dans ce cas-là? Et sur Trump, qui a pu se présenter, qui a été élu, alors qu'il était multicondamné. Est-ce que c'est un exemple? Mais je veux bien répondre à cette question, mais je ne vois pas tout à fait le Non, mais le risque, en fait, c'est quand il parle, justement, quand il dénonce... aux États-Unis, il n'y a pas d'inéligibilité, donc il n'a pas été condamné. Moi, je veux dire... Mais moi, je voudrais vous poser une question toute simple. Est-ce que vous n'êtes pas choquée en tant que citoyenne par ce qui s'est passé? Est-ce que le procès a mis au goût du jour? Oublions le Conseil constitutionnel, oublions les différentes fonctions que vous avez pu occuper. La simple citoyenne que vous êtes, vous ne vous dites pas 4 millions de détournements d'argent public, c'est quand même beaucoup pendant des années? Il n'y a pas d'enrichissement personnel. Mais ce n'est pas le propos, madame. C'est du détournement d'argent public. Non, c'est du détournement d'argent public, c'est-à-dire que l'argent a été destiné au parti au lieu d'être destiné aux collaborateurs parlementaires. Ça s'appelle du détournement. Que ce soit 4 millions, 10 millions, 300 000, ça s'est passé pendant certaines années, à une époque où il y avait un grand laxisme. J'ai été déontologue de l'Assemblée. J'ai été beaucoup plus choquée par les financements du Qatar que par les notes de frais. Peut-être j'ai tort. Mais là, il ne s'agit pas de notes de frais. Je hiérarchise. Il y a deux poids, deux mesures, c'est ce que vous dites. Je hiérarchise, chère madame, les infractions. Moi, si j'étais juge pénal, je hiérarchiserais entre les mafieux, les narcotrafiquants, le député là qui fait du trafic sur son mandat,
monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, le député LFI, qui utilise son indemnité représentative de frais de l'Assemblée pour s'acheter de la drogue. Andy Kerbrat. Voilà, Andy Kerbrat. Je hiérarchise. Je ne dis pas que le Front National n'a pas fait, que le Rassemblement National n'a pas fait n'importe quoi. Je pense que c'est grave. Je pense que c'est grave et que ça ne se fait plus. Mais que dans la hiérarchisation et la motivation, le juge, il doit s'en tenir à la motivation. Je considère qu'il n'y a pas de risque de récidive. En tous les cas, je n'aurais pas Merci Noël Lenoir. C'est terminé pour cette émission. Virginie Leguet, merci Roselyne. Sylvain Bourbon. Merci à tous de l'avoir suivi. Marine Le Pen s'exprime d'ailleurs dans 5 petites minutes sur TF1. Ça va être le début de la riposte. Restez avec nous sur France 24. Là, je viens de...